Si tu ne veux pas mourir de faim, commence à travailler, me cria mon fils Luciano en frappant la table du poing. Ses yeux brûlaient de mépris quand il me regarda de haut en bas, comme si j'étais un fardeau dans sa propre maison. Je t'ai trouvé un travail de concierge dans mon entreprise. Demain tu commences à 5 heures du matin. Je me contentais de sourire et de hocher la tête. Merci, mon fils, murmurai-je d'une voix tremblante, mais il ne savait pas à qui il avait affaire. À peine 3 jours plus tôt, j'avais fêté ma retraite après 45 années de dur travail. Rosario, mon épouse, avait préparé mon gâteau préféré aux 3 laits et invité toute la famille. La table était parfaitement décorée avec des nappes blanches et des fleurs fraîches du jardin. Je portais mon plus beau costume bleu marine, le même que j'avais utilisé lors de ma dernière réunion du conseil d'administration. Je me sentais fier, accompli, prêt à profiter de cette nouvelle étape de ma vie auprès des êtres que j'aimais le plus. Enfin nous pourrons voyager sur ces plages de Cancun dont nous avons tant rêvé, dis-je à Rosario en coupant le gâteau. Et nous pourrons passer plus de temps avec les petits-enfants, les emmener au parc, leur raconter des histoires. Mes yeux brillaient d'émotion en imaginant toutes les aventures qui nous attendaient. Pendant des décennies, j'avais travaillé de l'aube au crépuscule, ratant des anniversaires, des remises de diplômes, des premiers pas. Maintenant c'était mon moment pour rattraper le temps perdu. Mais quand Luciano arriva avec sa femme Dulce, l'ambiance changea complètement. Au lieu d'embrassades et de félicitations, je reçus des regards froids et des soupirs d'agacement. « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire toute la journée » demanda Luciano avec un sourire sarcastique. « J'espère que tu ne vas pas devenir un poids pour nous. » Dulce rit avec méchanceté en prenant un morceau de gâteau sans même me féliciter. « Eh bien, je pensais profiter de ma retraite, » répondis-je d'une voix incertaine, sentant le nœud dans ma gorge grossir à chaque mot. « Peut-être faire quelques voyages, lire ces livres que j'ai en attente, aider à la maison. » Mais mes paroles semblaient encore plus les irriter. Luciano leva les yeux au ciel et marmonna quelque chose entre ses dents que je n'entendis pas clairement. Rosario tenta de changer de sujet en demandant à Dulce comment allait son travail dans le magasin de vêtements, mais la tension se coupait au couteau. Chaque minute semblait une éternité. Les petits-enfants, qui d'habitude couraient dans mes bras, restaient silencieux et distants, comme s'ils avaient senti l'hostilité de leurs parents. « La retraite, c'est seulement pour ceux qui ont assez économisé, » dit Luciano en se servant plus de gâteau. « Ceux qui n'ont pas bien planifié leur avenir doivent continuer à travailler. » Ces paroles tombèrent comme des pierres sur ma poitrine. Après tous les sacrifices que j'avais faits pour lui, après avoir payé ses études universitaires, son mariage, l'acompte de sa maison, il me parlait comme si j'étais un raté. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, je restais éveillé jusque tard, regardant les photos de ma carrière professionnelle. J'y étais jeune et ambitieux, en train de construire quelque chose à partir de rien. Je me rappelais toutes les nuits blanches, toutes les décisions difficiles, tous les risques que j'avais pris. J'avais bâti un empire à partir de zéro, mais apparemment, cela ne signifiait rien pour mon propre fils. Le lendemain, Luciano arriva tôt à la maison avec un sac en papier dans les mains. « Tiens, voilà ton uniforme, » dit-il sèchement. « Pantalon bleu, chemise grise et ses chaussures de travail. Le superviseur s'appelle Hilario et t'attendra à l'entrée principale à 5 heures pile. » Il sortit les vêtements comme si c'étaient des ordures et les laissa tomber sur la table de la cuisine. « Un concierge » demandai-je d'une voix brisée. « Mon fils, je n'ai jamais fait ce genre de travail. » Luciano éclata de rire avec cruauté. « Eh bien, il est temps que tu apprennes. Dans mon entreprise, ils ont besoin de quelqu'un pour nettoyer les toilettes, passer la serpillière et sortir les poubelles. C'est parfait pour toi. » Ces paroles me transpercèrent comme des poignards, mais je gardai mon calme. Rosario tenta d'intercéder pour moi. « Luciano, ton père vient juste de prendre sa retraite. Laisse-lui le temps de se reposer. » Mais il l'interrompit avec un geste méprisant. « Maman, ce n'est plus le temps de se reposer. S'il veut manger, il doit travailler. C'est aussi simple que ça. » La froideur dans sa voix me glaça le sang. Cette nuit-là, pendant que Rosario dormait, je restais dans la cuisine, tenant l'uniforme entre mes mains tremblantes. Les larmes coulaient sur mes joues ridées, mais une étrange sensation commença à grandir dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de la tristesse ou de la douleur, c'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux. C'était la flamme silencieuse de la vengeance qui commençait à brûler en moi. « Très bien » murmurai-je dans l'obscurité. « Si c'est ce que tu veux, mon fils, c'est ce que tu auras. »
À 4h30 du matin, je me levai en silence pour ne pas réveiller Rosario. J'enfilai cet uniforme humiliant qui sentait les produits chimiques bon marché et je me regardais dans le miroir de la salle de bain. L'homme qui me regardait en retour semblait un étranger. Mes mains, qui avaient autrefois signé des contrats de plusieurs millions, tremblaient maintenant en boutonnant cette chemise grise en tissu rêche. Ceci est temporaire, me répétais-je sans cesse. J'ai juste besoin de comprendre ce qui se passe. Le trajet en bus jusqu'au centre-ville fut dévastateur. Chaque feu rouge, chaque rue traversée me rappelait le temps où mon chauffeur personnel, Aurelio, me conduisait dans ma Mercedes noire sur ces mêmes avenues. À présent, j'étais serré parmi les travailleurs du matin, respirant l'odeur de sueur et de fatigue, portant une petite boîte repas en plastique que Rosario avait préparée avec des tortillas réchauffées et des haricots froids. Quand j'arrivai devant le bâtiment, mon cœur faillit s'arrêter. C'était la tour d'affaires San Miguel, un imposant gratte-ciel de 30 étages avec une façade en verre bleu brillant sous les premières lueurs de l'aube. Je me rappelais parfaitement le jour où j'avais posé la première pierre de cette construction, il y a plus de 20 ans. C'était ma fierté, mon héritage, le symbole de tout ce que j'avais construit à partir de rien. « C'est toi le nouveau concierge ?» me demanda un homme corpulent avec une moustache grise qui m'attendait à l'entrée du personnel. « Je suis Hilario, le superviseur du nettoyage. Luciano m'a dit que tu étais son père. » Ses yeux me détaillèrent de haut en bas avec un mélange de pitié et de supériorité qui me retourna l'estomac. « J'espère que tu ne vas pas me causer de problème, vieux. Ici, on travaille pour de vrai. » Il me donna un chariot de nettoyage rouillé rempli de produits chimiques, de chiffons sales et d'un balai aux poils usés. De ton secteur, ce sont les étages 15 à 20. Toilettes, bureaux, couloirs. Tout doit être impeccable avant 8 heures, quand les cadres arriveront, dit-il en désignant l'ascenseur de service d'un doigt taché de graisse. Et ne t'avise pas d'utiliser l'ascenseur principal, il est réservé aux gens importants. En poussant ce vieux chariot dans les couloirs que j'avais autrefois arpentés en maître des lieux, une colère silencieuse commença à bouillir dans mes veines. Chaque pas sur ces sols en marbre italien que j'avais moi-même choisi était comme une gifle en plein visage. Les bureaux que je nettoyais avaient été conçus sous ma supervision personnelle, chaque détail pensé pour refléter élégance et pouvoir. Au 18 étage, je trouvai le bureau qui avait autrefois été le mien. La plaque dorée sur la porte indiquait désormais « Fatima Hernandez, directrice régionale ». À travers la vitre, je pus voir mon ancien bureau en acajou, la même chaise en cuir noir où j'avais pris les décisions les plus importantes de ma carrière, les mêmes fenêtres depuis lesquelles j'observais la croissance de la ville que j'avais contribué à bâtir. « Hé, le vieux, qu'est-ce que tu fais planter là ?» me cria une voix sèche depuis le couloir. C'était Hilario, qui me regardait avec méfiance. « Les toilettes du 19 sont dégoûtantes et tu dois finir le 20 avant 7 heures. Bouge-toi ou je te dénonce à ton fils. » L'humiliation me brûlait la gorge, mais je hochai la tête docilement et continuai mon travail. En nettoyant les toilettes des cadres, je me rappelais les réunions qui se tenaient dans ces mêmes lieux. Là, j'avais conclu des affaires qui avaient changé le cours d'industries entières. J'avais embauché des centaines d'employés. J'avais créé des emplois qui avaient nourri des milliers de familles, et maintenant je frottais des toilettes avec mes mains ridées, respirant l'odeur de désinfectant bon marché qui me brûlait les poumons. À 7h30, les premiers cadres commencèrent à arriver. Je les observais depuis mon coin en faisant semblant de nettoyer une tâche imaginaire sur le sol. Des hommes et des femmes élégants, en costumes coûteux et mallettes en cuir, marchaient rapidement vers leur bureau climatisé. Aucun ne me regarda. Pour eux, j'étais invisible, une partie du décor, un fantôme en uniforme qui gardait leur monde propre et ordonné. C'est alors que j'entendis mon nom dans une conversation qui venait de l'étage du dessus. « Vous saviez que le fondateur de cette entreprise s'appelait Raoul ?» disait quelqu'un. Mon grand-père a travaillé ici dans les premières années et il disait toujours que c'était un homme visionnaire qui avait tout construit à partir de rien. Une autre voix répondit. Oui, mais il a disparu il y a environ 15 ans. Certains disent qu'il s'est retiré pour vivre tranquillement, d'autres qu'il est parti à l'étranger. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne l'entende. Je m'approchai discrètement des escaliers pour mieux écouter. Dommage qu'il n'y ait plus d'entrepreneurs comme lui, continua la première voix. Ceux d'aujourd'hui ne pensent qu'aux bénéfices à court terme. Cet endroit était différent quand il était aux commandes. Leurs mots me remplirent d'un mélange étrange de fierté et de mélancolie. Pendant la pause du milieu de matinée, je m'assis sur le parking du personnel, sous l'ombre maigre d'un arbre, et mangeai ma boîte repas en silence. De là, je pouvais voir le parking des cadres, où brillaient les voitures de luxe de la haute direction, une BMW blanche,
une Audi noire, une Mercedes rouge, toutes garées aux places qui, autrefois, étaient réservées à mes invités spéciaux. Alors, comment s'est passé ton premier jour, papa, me demanda Luciano cet après-midi-là, quand je rentrais à la maison en traînant les pieds, l'uniforme trempé de sueur. Son ton était moqueur, comme si ma souffrance était un spectacle pour l'amuser. J'espère que tu as bien travaillé. Hilario m'a dit que tu es lent, mais au moins obéissant. Ce fut instructif, répondis-je d'une voix rauque, évitant son regard. Rosario accourut vers moi avec une serviette propre et un verre d'eau fraîche. Ses yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré, mais elle ne dit rien devant Luciano. Elle se contenta de me caresser la joue avec une infinie tendresse et de murmurer. « Va te laver, mon amour. Je t'ai préparé ton dîner préféré. » Cette nuit-là, tandis que Rosario dormait profondément à mes côtés, je restais éveillé en fixant le plafond fissuré de notre chambre. Les paroles de Luciano résonnaient dans ma tête comme des échos empoisonnés. « Si tu ne veux pas mourir de faim, commence à travailler. » Un sourire amer se dessina sur mes lèvres ridées. Mon fils avait commis la plus grande erreur de sa vie en m'humiliant ainsi. Je me levai sans bruit et marchai jusqu'à mon bureau, où je gardais mes documents les plus importants dans un coffre-fort caché derrière une peinture représentant un paysage mexicain. Avec des mains tremblantes mais décidées, je sortis un dossier jauni que je n'avais pas ouvert depuis des années. À l'intérieur se trouvaient les papiers originaux de constitution de l'entreprise, les contrats de société, les titres de propriété, les actions que je n'avais jamais vendues. Grupo Empresarial San Miguel, SADCB, lus-je à voix basse. Fondateur et président du conseil d'administration, Raúl Mendoza Rivera. Mon nom y figurait, en encre noire, signé et notarié. J'étais propriétaire de 40% des actions de cette entreprise où mon propre fils m'avait trouvé un poste de concierge. Un rire silencieux secoua ma poitrine. Luciano croyait m'avoir humilié, m'avoir remis à ma place, m'avoir donné une leçon sur la réalité de la vie. Mais il ne savait pas qu'il venait de réveiller un lion endormi, un homme qui avait bâti des empires et qui pouvait les détruire avec la même facilité. Demain sera une journée très intéressante, murmurai-je en rangeant les documents dans le coffre. Très intéressante, en effet. Le lendemain, j'arrivai au travail avec une attitude complètement différente. À l'extérieur, j'étais toujours le même vieil homme soumis, en uniforme gris, mais à l'intérieur, le stratège qui avait dominé le monde des affaires était de retour. Je saluai Hilario avec un sourire servile et pris mon chariot de nettoyage comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Bonjour, chef », lui dis-je d'une voix tremblante. « Par où je commence aujourd'hui ?»« Aujourd'hui, tu vas nettoyer la salle de réunion du 22 étage, » grogna Hilario en consultant sa liste froissée. « Il y a une réunion importante à 10 heures et tout doit être parfait. Après ça, les toilettes des cadres du 25. Ah, et évite de toucher à quoi que ce soit d'important, le vieux. On a déjà eu des problèmes avec des concierges curieux. » Il me remit une clé dorée et m'indiqua l'ascenseur de service avec dédain. Pendant que je montais dans cet ascenseur rouillé qui grinçait à chaque étage, mon cœur battait d'une émotion étrange. La salle de réunion du 22 étage était exactement la même que celle où j'avais pris les décisions les plus importantes de ma carrière. C'était là que j'avais négocié l'expansion internationale, approuvé des investissements de plusieurs millions, forgé des alliances qui avaient changé le cours de l'industrie. Quand j'ouvris la porte, l'air se coupa dans mes poumons. Tout était exactement comme lorsque je m'étais retiré. La table ovale en acajou du Brésil, les fauteuils en cuir noir, le projecteur de dernière génération, les fenêtres panoramiques offrant une vue spectaculaire sur toute la ville. Sur le mur principal pendait toujours le portrait que j'avais fait peindre des fondateurs de l'entreprise, où mon visage jeune et déterminé regardait éternellement vers l'avenir. « Eh bien, murmurai-je en passant un chiffon humide sur la table témoin de tant de moments historiques. « Tu es toujours là, mon vieil ami ?» Mes doigts suivirent les veines naturelles du bois, me rappelant chaque réunion, chaque contrat signé, chaque poignée de main qui avait scellé des fortunes entières. C'est alors que j'entendis des voix se rapprocher dans le couloir. Rapidement, je m'accroupis derrière le chariot de nettoyage et fis semblant de frotter une tache imaginaire sur le sol en marbre. La porte s'ouvrit et 3 cadres élégamment habillés entrèrent, parlant à voix basse de chiffres et de prévisions financières. J'en reconnus un, c'était Aurelio Vega, qui avait été mon assistant personnel il y a plus de 15 ans. « Les chiffres du dernier trimestre sont inquiétants », disait Aurelio en ouvrant son porte-document en cuir italien. « Les ventes ont baissé de 12% et la concurrence nous prend des contrats importants.
Il portait désormais un costume gris anthracite parfaitement taillé et une cravate en soie bleue qui devait coûter plus qu'1 mois de salaire d'un concierge. « Et que proposes-tu » demanda une femme d'âge moyen aux cheveux blonds parfaitement coiffés. C'était Fatima Hernandez, la nouvelle directrice régionale qui occupait mon ancien bureau. Ses ongles rouges tapaient nerveusement sur la table pendant qu'elle parcourait des documents aux chiffres alarmants. « Nous devons revenir aux stratégies originales du fondateur », répondit Aurelio avec un soupir nostalgique. Raúl Mendoza avait une vision qui a fonctionné pendant des décennies. Quand il s'est retiré, nous avons perdu cette direction, cette capacité d'innover et d'anticiper le marché. Ces paroles me remplirent d'une fierté à la fois amère et douce. Je restais immobile, nettoyant la même zone du sol encore et encore, écoutant leurs discussions sur l'avenir de mon entreprise. Ils parlaient de réduire le personnel, de fermer des succursales, de vendre des actifs pour survivre. Chaque idée était comme un coup de couteau dans mon cœur, en voyant des années de travail et de sacrifices s'effondrer sous une gestion médiocre. Si au moins on pouvait contacter Monsieur Mendoza, murmura la troisième personne, un jeune homme avec des lunettes qui prenait frénétiquement des notes. On dit qu'il vit encore dans la ville, mais personne ne sait où. Son départ a été très silencieux, très discret. L'ironie de la situation me fit sourire, sourire que je cachais en simulant une quinte de tout. Après leur départ, je restais seul dans cette salle remplie de souvenirs et de fantômes du passé. Je marchais jusqu'à la fenêtre panoramique et observais la ville qui s'étendait sous mes pieds comme une carte vivante. Chaque bâtiment, chaque rue, chaque parc avait une histoire liée à mon travail, à mes décisions, à ma vision du progrès et du développement. « Qu'est-ce que tu fais planter là, le vieux ?» La voix sèche d'Hilario me sortit de mes pensées. Il était entré discrètement et m'observait avec méfiance depuis la porte. « Je ne t'ai pas dit de nettoyer et de partir ? Ou bien tu espionnes des conversations qui ne te concernent pas ? » « Je suis désolé, monsieur Hilario, répondis-je d'une voix brisée, en baissant la tête en signe de soumission. C'est juste que je n'avais jamais vu une vue aussi belle. Je suis resté bouche bée comme un idiot. Hilario rit cruellement et s'approcha de moi, envahissant mon espace personnel avec son souffle qui sentait le café amer et les cigarettes bon marché. « Écoute-moi bien, vieux bon à rien, me dit-il en me pointant du doigt, un doigt gros et sale. Tu es ici pour nettoyer, pas pour admirer des paysages ni écouter des conversations importantes. Si je te revois perdre ton temps, je te vire immédiatement. Je me fiche que tu sois le père de Luciano. » Ces mots dégoulinaient de venin, mais je me contentais d'acquiescer comme un chien obéissant. Cet après-midi-là, quand j'eus terminé ma journée de travail, je me rendis au 18e étage, là où travaillait mon fils. Je voulais le voir dans son environnement naturel, observer comment il se comportait avec ses collègues, comprendre quel genre d'employé il était vraiment. Je me cachai derrière une colonne de marbre et l'observai à travers la vitre de son bureau partagé. Luciano était assis devant un vieil ordinateur, tapotant paresseusement au clavier tout en parlant au téléphone avec quelqu'un. Son bureau était un chaos de papier froissé, de tasses de café tachées et d'emballages de fast-food. Il portait une chemise blanche froissée et une cravate mal nouée qui lui donnait un air négligé et peu professionnel. « Non, je ne peux pas rester tard aujourd'hui », l'entendis-je dire au téléphone. « J'ai des choses plus importantes à faire que de vérifier ces rapports ennuyeux. » Son attitude irrespectueuse envers le travail me surprit et me déçut profondément. Était-ce vraiment l'homme que j'avais élevé avec tant d'amour et de dévouement ? Un collègue s'approcha de son bureau avec un dossier à la main. « Luciano, j'ai besoin que tu relises ces contrats avant demain. Ils sont très importants et je ne peux pas me permettre d'erreur. » Mais mon fils leva à peine les yeux de son écran. « Laisse-les là, je les verrai quand j'aurai le temps, » répondit-il avec une totale indifférence. Sur le chemin du retour, dans le bus bondé, je réfléchis à tout ce que j'avais vu ces 2 derniers jours. Mon fils ne m'avait pas seulement humilié et rabaissé, mais c'était aussi un employé médiocre qui ne savait pas apprécier les opportunités que la vie lui avait données. L'entreprise que j'avais construite avec mon sang, ma sueur et mes larmes était dirigée par des incompétents, pendant que lui gaspillait sa position sans aucune gratitude ni responsabilité. « Comment ça s'est passé aujourd'hui, mon amour ?» me demanda Rosario quand j'arrivai à la maison, les pieds gonflés et le dos douloureux. Ses yeux montraient toujours de la tristesse et de l'inquiétude, mais elle essayait de garder un sourire courageux pour ne pas aggraver ma peine. « Ils t'ont bien traité ? » « Tout s'améliore petit à petit, » lui répondis-je en enlevant ses chaussures bon marché qui m'avaient blessé les pieds toute la journée. « J'apprends beaucoup sur différentes perspectives de la vie. » Rosario ne comprit pas totalement ce que je voulais dire, mais elle hocha la tête et me servit une assiette de soupe chaude qui sentait la maison et l'amour inconditionnel.
Cette nuit-là, après que Rosario se fut endormi, je retournai dans mon bureau secret et sortis à nouveau les documents de l'entreprise. Cette fois, je pris aussi mon vieux téléphone portable, celui que j'avais rangé dans un tiroir depuis le jour de ma retraite. Je composai un numéro que je connaissais par cœur depuis des années, un contact qui avait été crucial dans les plus beaux moments de ma carrière. « Le maître Ramirez », murmurai-je au téléphone quand on répondit à l'autre bout. « C'est Raoul Mendoza. »« Oui, je sais que beaucoup d'années sont passées. J'ai besoin que vous enquêtiez sur certaines choses pour moi. C'est à propos de mon ancienne entreprise et de mon fils. » Maître Ramirez arriva chez moi 3 jours plus tard, à 21h, quand Rosario dormait déjà et que les rues du quartier étaient vides. C'était le même homme qui avait été mon avocat personnel pendant 15 ans, mais maintenant ses cheveux étaient complètement blancs et des rides profondes entouraient ses yeux intelligents. Il portait une mallette en cuir noir et ce sourire discret qui m'avait toujours inspiré une confiance absolue. « Don Raoul », me dit-il en me serrant dans ses bras à la porte. « Je n'arrive pas à croire ce que vous m'avez raconté au téléphone sur votre propre fils. C'est incroyable. » Nous nous dirigeâmes vers mon bureau, où j'avais préparé du café fraîchement fait et rassemblé quelques documents à lui montrer. La lumière jaune de la lampe de bureau créait une ambiance conspiratrice parfaite pour ce que nous allions planifier. « J'ai enquêté sur tout ce que vous m'avez demandé au sujet des activités de Luciano dans l'entreprise », commença-t-il en ouvrant sa mallette et en sortant un gros dossier rempli de photos, de documents et de rapports détaillés. Les résultats sont préoccupants, pour le dire doucement. Ses doigts tremblèrent légèrement en organisant les papiers sur mon bureau, comme si l'information était trop lourde à porter. Luciano falsifie des rapports de vente depuis 6 mois, continua-t-il d'une voix grave. Et il gonfle les chiffres, invente des clients inexistants, crée de fausses factures pour que ses performances paraissent meilleures qu'elles ne le sont réellement. Il me montra des copies de documents où l'on voyait clairement des modifications, des chiffres changés au correcteur, des signatures falsifiées avec différentes encres. Mon cœur s'accéléra en examinant chaque preuve. « Ah, comment avez-vous obtenu tout ça ?» demandai-je d'une voix rauque. « J'ai des contacts au département d'audit interne », répondit l'avocat avec un sourire rusé. « Des gens qui se souviennent de votre époque dorée et qui s'inquiètent de la direction que prend l'entreprise. Ils m'ont donné accès aux fichiers dont j'avais besoin. Mais ce n'est pas tout, poursuivit-il en tournant les pages du rapport comme un roman à suspense. Nous avons aussi découvert qu'ils volent du matériel de bureau pour le revendre au marché noir, ordinateurs, imprimantes, téléphones, fournitures de papeterie coûteuses. Tout sort par la porte arrière, la nuit, et finit dans des magasins d'occasion partout en ville. Les photos étaient accablantes, Luciano chargeant des cartons dans le coffre de sa voiture, livrant du matériel à des hommes louches dans des ruelles sombres, comptant des billets dans des parkings mal éclairés. C'était comme voir un criminel professionnel, pas le fils que j'avais élevé avec tant d'amour et de dévouement pendant plus de 40 ans. « Et la direction de l'entreprise ne sait rien de tout ça ?» demandai-je, sentant la colère bouillir en moi. « Ils sont trop occupés à essayer de maintenir l'entreprise à flot », répondit l'avocat avec tristesse. « Les bénéfices ont tellement chuté qu'ils sont désespérés à la moindre bonne nouvelle. Les faux rapports de Luciano leur ont donné de l'espoir pendant des mois. Fatima Hernandez, la directrice régionale, lui fait une confiance aveugle. » Il me montra encore d'autres documents. Luciano lui présente des chiffres gonflés et elle les transmet directement au conseil d'administration sans les vérifier. C'est un cercle vicieux de mensonges qui mène l'entreprise à la faillite, lente mais inévitable. Cette information me frappa comme un marteau sur la poitrine. L'entreprise que j'avais construite avec des décennies de travail honnête et de sacrifice était détruite de l'intérieur par mon propre fils. C'était comme découvrir que ton propre sang contenait du poison, que le fruit de ton amour était devenu la graine de ta destruction. « Et qu'avez-vous trouvé d'autre ?» demandai-je d'une voix tremblante, même si je redoutais la réponse. « Luciano a des dettes de jeu de plus de 200 000 pesos, répondit l'avocat en me montrant des photos prises dans des casinos clandestins. Il doit de l'argent à des gens très dangereux, des prêteurs qui n'acceptent ni excuses ni retard de paiement. Les images montraient mon fils assis à des tables de poker improvisées, misant des sommes énormes avec de l'argent qu'il n'avait clairement pas. Ses yeux brillaient avec cette folie propre aux joueurs compulsifs, cette addiction qui dévore tout sur son passage comme un incendie incontrôlable. Sur d'autres photos, il apparaissait en pleine dispute avec des hommes à l'air menaçant. C'est pour ça qu'il a besoin d'argent en plus de ses vols, expliqua l'avocat en reliant toutes les pièces du puzzle. Ses dettes grandissent plus vite que son salaire légal. Il est désespéré, il agit sans penser aux conséquences. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne fasse une erreur qui l'expose complètement. Les dulces,
sa femme, demandai-je en repensant à son attitude irrespectueuse lors de ma fête de départ à la retraite. Là, elle sait parfaitement ce qui se passe, répondit-il d'un ton sombre. En fait, c'est elle qui le pousse constamment à obtenir plus d'argent. Elle veut des vêtements chers, des bijoux, des voyages luxueux. Elle est aussi coupable que lui dans cette situation. Il me montra des messages textes interceptés où Dulce exigeait de l'argent pour des achats futiles, menaçant de le quitter s'il ne lui donnait pas le train de vie qu'elle estimait mériter. J'ai besoin de 5000 pesos pour un nouveau sac à main, disait l'un des messages. Si tu ne me les donnes pas, je trouverai quelqu'un qui puisse m'entretenir comme une reine. Et les petits-enfants, demandai-je, sentant mon cœur se briser en 1000 morceaux. Heureusement, les enfants ne savent rien, répondit l'avocat avec soulagement. Ils vont dans une école privée coûteuse que Luciano paie avec l'argent volé, mais ils ignorent totalement les activités illégales de leurs parents. Ils sont innocents dans cette tragédie familiale. Nous passâmes les 2 heures suivantes à examiner chaque détail, chaque preuve, chaque document que l'avocat avait obtenu lors de son enquête discrète mais approfondie. Les preuves étaient écrasantes, irréfutables, dévastatrices. Mon fils ne m'avait pas seulement humilié et trahi personnellement, il détruisait aussi, méthodiquement, tout ce que j'avais construit. « Et que recommandez-vous que nous fassions » demandai-je finalement, une fois que nous eûmes passé en revue toute la documentation. L'avocat se cala dans son siège et m'observa avec ses yeux expérimentés, ceux d'un homme qui avait vu toutes sortes de tragédies humaines au cours de sa longue carrière. « Nous avons plusieurs options, répondit-il d'un ton pensif. Nous pouvons déposer immédiatement une plainte pénale pour fraude et vol avec toutes ces preuves. Luciano irait directement en prison. L'idée de voir mon fils derrière les barreaux me remplit d'un mélange étrange de justice et de douleur paternelle. Nous pouvons aussi informer directement l'administration actuelle de l'entreprise, continua-t-il en organisant les documents en piles distinctes. Fatima Hernandez et Aurelio Vega doivent savoir ce qui se passe avant que les dégâts ne deviennent irréversibles. Ils pourraient prendre des mesures immédiates pour protéger les actifs restants. Et quelle est la troisième option, demandai-je, pressentant qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il gardait pour la fin. Un sourire mystérieux se dessina sur son visage ridé. Nous pouvons attendre le moment parfait pour tout exposer publiquement, d'une façon qui cause un maximum d'impact et d'humiliation. Vous êtes toujours l'actionnaire majoritaire de cette entreprise, don Raoul. Vous pouvez reprendre le contrôle quand vous voulez. Lundi, il y a une réunion extraordinaire du conseil d'administration, poursuivit-il avec un enthousiasme croissant. Ils vont discuter des problèmes financiers et chercher des solutions désespérées. Ce serait le moment parfait pour faire votre grand retour, révéler votre identité, exposer les crimes de Luciano et reprendre le contrôle de votre entreprise. L'idée m'enthousiasma tellement que je sentis l'adrénaline couler dans mes veines comme de l'eau bouillante. Après des jours d'humiliation et de silence, j'allais enfin avoir l'occasion de montrer mon véritable pouvoir, de prouver à mon fils les conséquences de sous-estimer l'homme qui lui avait donné la vie. Parfait, murmurai-je avec un sourire que je n'avais pas eu depuis des années. Faisons-le. Le vendredi matin, j'arrivai au travail avec une attitude totalement différente. J'avais dormi à peine 3 heures, mais je me sentais plus éveillé et alerte que jamais. L'uniforme gris ne me paraissait plus être une humiliation, mais un déguisement parfait pour ce que j'allais exécuter. Je saluai Hilario avec mon éternel sourire servile, mais à l'intérieur, mon esprit calculait chaque geste, chaque parole, chaque mouvement. Aujourd'hui, tu vas nettoyer tout l'étage exécutif, grogna Hilario en me tendant un trousseau de clés dorées. Il y a une réunion du conseil lundi et ils veulent que tout soit impeccable. Assure-toi qu'il n'y ait pas un grain de poussière nulle part. T'as compris, vieux bon à rien. Ces paroles me firent sourire intérieurement. S'il savait qu'il parlait comme ça au véritable propriétaire de tout l'immeuble. Oui, monsieur Hilario, répondis-je d'une voix tremblante. Pourriez-vous aussi me donner accès au bureau des archives générales? Je crois avoir vu des taches sur les vitres la semaine dernière. Hilario me regarda avec suspicion pendant quelques secondes, puis finit par acquiescer. D'accord, mais ne touche à rien d'autre que ce qui doit être nettoyé. Ces archives sont confidentielles. Parfait. C'était exactement l'opportunité dont j'avais besoin. Les archives générales contenaient les copies de tous les contrats originaux de l'entreprise, y compris les documents de constitution où mon nom apparaissait clairement comme fondateur et actionnaire majoritaire. Si quelqu'un mettait en doute mon identité lors de la réunion de lundi, j'aurais les preuves irréfutables sous la main. En poussant mon chariot dans les couloirs familiers, j'observais attentivement chaque bureau, chaque porte, chaque recoin de l'immeuble qui avait autrefois été mon royaume.
Les employés passaient près de moi sans vraiment me voir, comme si j'étais un fantôme en uniforme, faisant partie du décor corporatif. Comme tout était différent vu depuis cette perspective d'invisibilité sociale. Au 25 étage, je croisais Aurelio Vega, qui sortait d'une réunion l'air préoccupé, des papiers froissés à la main. Il paraissait bien plus vieux que dans mon souvenir, avec de profondes cernes et un air fatigué qui parlait de nuits sans sommeil et de problèmes non résolus. Quand il me vit nettoyer le sol, il ne me regarda même pas. « Excusez-moi, monsieur », lui dis-je timidement en faisant semblant d'essuyer une tache près de ses chaussures italiennes. « Vous allez bien ? Vous semblez très préoccupé. » Aurelio s'arrêta et m'observa avec surprise, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'un concierge lui adresse la parole directement. « Les temps sont durs, mon ami, » répondit-il avec un profond soupir. « Cette entreprise traverse des moments très compliqués. J'aimerais que nous ayons la sagesse du fondateur pour nous en sortir. » Ces mots me remplirent d'un mélange de fierté et de nostalgie. « Et ce fondateur, qui était-ce » demandai-je, feignant une curiosité innocente. « Je n'ai jamais entendu parler de lui. » Aurelio s'adossa contre le mur et, pendant un moment, sembla oublier qu'il parlait à un employé de ménage. « C'était un homme extraordinaire », commença-t-il d'une voix nostalgique. « Raúl Mendoza a construit tout ça à partir de rien, juste avec de la vision et du travail acharné. J'ai travaillé avec lui pendant des années comme son assistant personnel. » Ses yeux se perdirent dans des souvenirs lointains. Il était exigeant mais juste, brillant mais humble. Il n'humiliait jamais personne, peu importe leur poste. Il traitait le concierge avec le même respect que le vice-président. C'est pour ça que tout le monde l'admirait tellement. Chaque mot était comme un baume sur mon âme blessée. Savoir qu'après tant d'années, les personnes qui avaient travaillé avec moi me souvenaient encore avec affection et respect valait plus que tout l'or du monde. « Les qu'est-il devenu » demandai-je, gardant mon masque de curiosité innocente. « Il a pris sa retraite il y a 15 ans, » répondit Aurelio avec tristesse. Il disait vouloir passer du temps avec sa famille, profiter des fruits de son travail. Depuis, personne n'a eu de nouvelles. Certains disent qu'il est parti vivre à l'étranger, d'autres qu'il est resté ici discrètement, mais ce qui est sûr, c'est que sans lui, l'entreprise n'a jamais été la même. Ça devait être un grand homme, commentai-je en essuyant une larme qui roulait sur ma joue ridée. J'aimerais qu'il puisse le retrouver pour lui demander de l'aide. Aurelio esquissa un sourire amer. Crois-moi, mon ami, nous avons tout essayé, mais il semble s'être évaporé du monde des affaires pour toujours. Après le départ d'Aurelio, je me dirigeai vers les archives générales, le cœur battant à 1000 à l'heure. J'utilisai les clés que m'avait données Hilario et entrai dans cette pièce remplie d'étagères métalliques chargées de documents historiques. L'odeur de papier ancien et d'encre fanée me transporta immédiatement aux premières années de l'entreprise, quand chaque contrat signé était une victoire personnelle. Je trouvai la section des documents fondateurs sur l'étagère du fond, marquée d'une étiquette jaunie, Constitution 1985 à 1990. Avec des mains tremblantes, je sortis le dossier principal et l'ouvris soigneusement. Tout était là, mon acte de naissance, ma pièce d'identité officielle, les contrats originaux signés de ma main, les photos de la cérémonie d'inauguration. Une photo attira particulièrement mon attention. C'était le jour où nous avions posé la première pierre du bâtiment. On me voyait, souriant, aux côtés des autorités municipales, portant un casque jaune et une pelle dorée, entouré de journalistes et de caméras de télévision. J'avais l'air si jeune, si plein d'espoir et d'ambition. Comment avais-je pu en arriver à ce moment d'humiliation et de trahison familiale? Je fis discrètement quelques copies des documents les plus importants et les cachai entre les pages de mon manuel de nettoyage. Le lundi, elles me serviraient à prouver mon identité devant le conseil d'administration. Il fallait que tout soit parfaitement documenté et vérifié, sans aucune possibilité de doute ou de contestation. En continuant mon travail de nettoyage, j'observais les dynamiques de pouvoir à chaque étage. Les cadres intermédiaires couraient dans tous les sens, le visage marqué par la panique. Les assistants chuchotaient des rumeurs dans les couloirs. Les chefs de département s'enfermaient dans des réunions secrètes qui duraient des heures. L'entreprise est au bord de la faillite, entendis-je dire à quelqu'un dans la salle de bain des cadres, alors que je faisais semblant de nettoyer les miroirs. Mais si on ne trouve pas de solution, on va bientôt commencer les licenciements massifs. Une autre voix répondit. Si seulement le vieux Raoul était là. Il saurait quoi faire. Chaque conversation que j'entendais confirmait ce que je savais déjà, mon entreprise était en crise. Elle avait besoin d'un vrai leadership,
et tous espéraient mon retour sans savoir que j'étais là, déguisé en concierge, observant tout dans l'ombre comme un fantôme vengeur. À l'heure du déjeuner, je descendis à la cafétéria des employés, un endroit que j'avais visité des milliers de fois dans mes années de cadre, mais jamais sous cette perspective de simple travailleur. Je m'assis à une table isolée avec ma boîte repas en plastique et observai comment les différents niveaux hiérarchiques gardaient leur distance même en mangeant. « Je peux m'asseoir ici ?» me demanda une femme âgée portant un uniforme de secrétaire. C'était Lorena, qui avait travaillé à l'accueil pendant plus de 20 ans. Je me souvenais parfaitement d'elle, toujours aimable et efficace, même si maintenant ses cheveux étaient complètement gris et de profondes rides entouraient ses yeux fatigués. « Bien sûr, mademoiselle » répondis-je en lui faisant de la place. « Ah, comment allez-vous » Lorena soupira profondément en ouvrant son plat de nourriture maison. « L'inquiète, comme tout le monde » répondit-elle avec une honnêteté brute. « On dit qu'ils vont réduire le personnel, et moi je suis déjà trop vieille pour retrouver un autre travail. » « C'est à ce point-là » demandai-je en feignant l'ignorance. « Le pire que tu ne l'imagines » répondit Lorena en baissant la voix. « Les chiffres ne collent pas, les clients vont à la concurrence et la direction ne sait pas quoi faire. L'autre jour, j'ai entendu dire qu'ils envisagent de vendre l'immeuble pour payer les dettes. » Ces mots me frappèrent comme un éclair. Vendre mon immeuble? Vendre le symbole de tout ce que j'avais construit. La colère commença à bouillonner dans mes veines, mais je gardai un visage calme, tout en planifiant intérieurement la vengeance la plus douce et la plus dévastatrice possible. « C'est bien dommage, » dis-je d'une voix tremblante. « Et il n'y a personne qui puisse aider. » Lorena sourit tristement. « Seul un miracle pourrait nous sauver maintenant, ou le retour du fondateur. Mais ça, c'est impossible. Don Raoul a disparu il y a des années et il ne sait probablement même pas ce qui se passe ici. On ne sait jamais. » Murmurai-je avec un sourire mystérieux. Parfois, les miracles arrivent quand on s'y attend le moins. Le samedi matin, je décidai de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines, suivre discrètement Luciano pour voir comment il passait son temps libre. Je m'habillai en civil, avec une casquette et des lunettes de soleil, et me postai à l'angle de sa maison dès 7 heures. Je voulais comprendre exactement quel genre d'homme il était devenu avant d'exécuter mon plan de vengeance. À 10h30, Luciano sortit de chez lui en tenue de sport coûteuse et monta dans sa voiture dernier cri, une Honda Civic rouge qui brillait sous le soleil du matin. Je le suivis en taxi, en gardant une distance prudente, le cœur battant d'anticipation. Où allait-il? Quelles activités secrètes menait-il pendant ses jours de repos? Il se dirigea vers le quartier le plus huppé de la ville, là où se trouvaient les centres commerciaux les plus chers et les restaurants de luxe. Il se gara devant une boutique de vêtements pour hommes que je connaissais très bien, car ses prix étaient absurdes, une simple chemise coûtait le salaire hebdomadaire d'un travailleur moyen. Depuis ma place dans un café de l'autre côté de la rue, je le vis entrer dans la boutique avec l'attitude arrogante de quelqu'un qui a de l'argent à brûler. À travers les vitrines, je le regardais essayer des costumes, chemises, chaussures italiennes, jouant au millionnaire accompli alors qu'en réalité, il n'était qu'un employé médiocre et un voleur. Il sortit du magasin les bras chargés de sacs au logo doré, probablement après avoir dépensé l'équivalent de mon salaire mensuel de concierge en une seule séance de shopping. L'ironie était cruelle, il dépensait en futilité l'argent qu'il volait à l'entreprise que j'avais construite, tout en me traitant comme un poids financier. Sa prochaine destination fut encore plus révélatrice. Il se rendit dans un casino clandestin caché derrière un restaurant chinois du centre historique. C'était exactement le même endroit qui apparaissait sur les photos que Maître Ramirez m'avait montrées lors de notre réunion secrète. Mon fils était bel et bien un joueur compulsif, sans contrôle ni limite. J'attendis dehors pendant 3 longues heures, enchaînant les cafés dans un stand de rue, tout en surveillant l'entrée du casino. Quand Luciano sortit enfin, son expression parlait d'elle-même, le regard vide d'un perdant, les épaules affaissées par la défaite, les mains tremblantes de quelqu'un qui venait de perdre bien plus d'argent qu'il ne pouvait se le permettre. Je le suivis jusqu'à un bar miteux, où il s'assit seul dans un coin et commença à boire du whisky bon marché comme si c'était de l'eau. Son téléphone sonnait sans arrêt, mais il l'ignorait ou raccrochait aussitôt après avoir vu qui appelait. Probablement les usuriers venus réclamer leurs dettes, qui ne faisaient que croître. Je décidai de m'approcher pour écouter ses conversations téléphoniques. Je m'assis au comptoir, à quelques mètres de sa table, feignant de lire un vieux journal tout en tendant l'oreille. « Je n'ai pas l'argent maintenant », l'entendis-je murmurer au téléphone, d'une voix désespérée. « Donne-moi une semaine de plus, s'il te plaît. J'attends une prime au travail. » Ces mensonges étaient pathétiques,
mais il révélait l'ampleur de sa détresse. Qui étaient ces gens qui lui prêtaient de l'argent à des taux usuraires? Ne me menace pas, poursuivit-il d'une voix plus agressive. Tu sais où je travaille, tu sais que je peux trouver l'argent. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. La conversation se termina brusquement quand son interlocuteur raccrocha, laissant Luciano fixer son téléphone avec une expression de terreur absolue. Ce fut alors que mon fils fit quelque chose qui me brisa le cœur en 1000 morceaux. Il sortit son portefeuille et commença à compter les billets froissés qu'il avait dedans. Il n'y avait que quelques pesos, clairement insuffisants pour couvrir la moindre partie de ses dettes. Ses mains tremblaient alors qu'il comptait encore et encore, comme si par magie plus d'argent allait apparaître. Puis il sortit son téléphone et composa un autre numéro. « Dulce, dit-il d'une voix brisée, est-ce que tu as un peu d'argent de côté? C'est une urgence. » Je pus entendre partiellement la réponse furieuse de sa femme à travers le combiné. Des mots comme irresponsable, inutile et j'en ai marre parvinrent jusqu'à moi. « Ne me crie pas dessus, répondit Luciano, les larmes aux yeux. Je fais tout ce que je peux pour m'en sortir. Le travail de concierge que j'ai trouvé à mon père va aider aux dépenses de la maison. » Ces paroles me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Ainsi, il justifiait mon humiliation comme un moyen d'économiser pour couvrir ses dettes de jeu. La conversation devint de plus en plus agressive et douloureuse. Dulce lui reprochait son incompétence, ses vices, son incapacité à maintenir le train de vie qu'elle estimait mériter. Luciano ne pouvait répondre que par des promesses vides et des supplications désespérées pour un peu plus de patience et de compréhension. Mon père a quelques économies de sa retraite, l'entendis-je dire finalement. Si ça tourne vraiment mal, je pourrais peut-être lui emprunter un peu. Ces mots furent la goutte qui fit déborder le vase. Non seulement il m'avait humilié et volé ma dignité, mais il prévoyait maintenant de me voler aussi mes économies de toute une vie de travail. Je sortis du bar, le cœur rempli d'une colère froide et calculée. Il n'y avait plus de doute, plus de place pour la compassion paternelle. Luciano avait franchi toutes les limites possibles, trahi toutes les valeurs que j'avais essayé de lui inculquer. Le lundi serait le jour de son jugement. Le dimanche, je restai à la maison en jouant le rôle de l'homme brisé que Luciano s'attendait à voir. Quand il arriva dans l'après-midi, je me comportai exactement comme le père soumis et reconnaissant qu'il croyait avoir façonné. « Me merci de m'avoir trouvé ce travail, mon fils, lui dis-je d'une voix tremblante. Je ne sais pas ce que Rosario et moi aurions fait sans ton aide. » De rien, papa, répondit-il avec un faux sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Comment ça se passe au travail? On ne te traite pas mal? Sa sollicitude feinte me donnait la nausée, mais je gardais mon jeu impeccable. Tout va bien. Hilario est un bon superviseur et j'apprends beaucoup. Ça me fait plaisir d'entendre ça, poursuivit-il tout en consultant sans cesse son téléphone, probablement pour vérifier les messages de ses créanciers. Le travail rend l'homme digne. Papa, il n'est jamais trop tard pour apprendre cette leçon. Ces mots étaient pleins de condescendance et de supériorité morale, totalement injustifiés. Et dis, papa, dit-il après un moment, en prenant un air plus sérieux. À toi et maman, vous avez des économies pour les urgences, non? Voilà. Exactement ce que j'avais entendu au bar. Pourquoi tu demandes ça, mon fils, répondis-je en feignant l'innocence, même si mon sang bouillait d'indignation. Pour rien de précis, mentit-il sans vergogne. Je veux juste m'assurer que vous êtes prêt à toute éventualité. Les temps sont durs et on ne sait jamais. Sa capacité à mentir si naturellement m'étonna. Quand avait-il appris à être si manipulateur et malhonnête? On a un peu de côté, avouai-je d'une voix hésitante. Pas beaucoup, mais de quoi faire face à de vraies urgences. Les yeux de Luciano brillèrent d'une avidité à peine cachée. Combien environ, demanda-t-il en essayant de paraître détaché, mais la désespération transparaissait dans sa voix. Je ne sais pas exactement, mentis-je. Rosario s'occupe mieux que moi de ça. Pourquoi? Il y a un problème? Luciano secoua vivement la tête. Non, non, pas du tout, juste par curiosité. Mais je savais parfaitement qu'il était en train de calculer combien de mon argent il pourrait voler pour rembourser ses dettes. Cette nuit-là, après le départ de Luciano, j'appelai maître Ramirez pour confirmer les derniers détails de notre plan. Tout est prêt pour demain, me confirma-t-il avec excitation. Les documents sont en ordre, les preuves sont organisées et j'ai des contacts dans l'entreprise qui confirmeront votre identité si nécessaire. Vous êtes sûr que ça va marcher, demandai-je,
sentant un mélange d'excitation et de nervosité dans mon ventre. Don Raoul, répondit-il avec une confiance absolue. Demain sera le jour le plus satisfaisant de votre vie. Votre fils va apprendre une leçon qu'il n'oubliera jamais. Le lundi, j'arrivais au travail à 5 heures du matin comme toujours, mais cette fois, j'avais dans mon sac bien plus que mon déjeuner et mes chiffons. Parmi mes affaires de nettoyage, étaient dissimulés les documents originaux de l'entreprise, ma pièce d'identité et une lettre scellée de Maître Ramirez confirmant mon statut légal de fondateur et d'actionnaire majoritaire du Grupo Empresarial San Miguel. Hilario m'accueillit avec son habituel ton méprisant. « Aujourd'hui, tu dois tout laisser impeccable, le vieux, grognatait-il en vérifiant sa liste de tâches. La réunion du conseil est à 10 heures précises et je ne veux pas entendre les cadres se plaindre de l'état des lieux. » Ces mots me firent sourire intérieurement. S'il savait qu'il ne lui restait que quelques heures avant de perdre son emploi pour avoir parlé ainsi au vrai propriétaire. « Je dois aussi nettoyer la salle de réunion, demandai-je d'un ton servile. « Bien sûr, idiot, répondit-il avec impatience. C'est la priorité absolue. Passe l'aspirateur sur les tapis, nettoie les vitres, fais briller la table, aligne les chaises. Tout doit être impeccable pour l'arrivée des gros bonnets. Parfait. Cela me donnerait un accès direct à l'endroit où se déroulerait ma vengeance. En poussant mon chariot vers l'ascenseur de service, je sentis l'adrénaline circuler dans mes veines comme du feu liquide. Après des semaines d'humiliation et de silence, le moment était enfin venu de révéler ma véritable identité. Dans la salle de réunion, je travaillais avec une précision extrême, m'assurant que chaque détail soit parfait. Je polis la table en acajou jusqu'à ce qu'elle brille comme un miroir. J'alignais les fauteuils en cuir avec une symétrie impeccable. Je nettoyais les baies vitrées jusqu'à ce qu'elles offrent une vue cristalline sur toute la ville que j'avais contribué à bâtir. En travaillant, je me rappelais toutes les décisions majeures qui avaient été prises dans cette salle. Des fusions qui avaient transformé des secteurs entiers, des investissements qui avaient créé des milliers d'emplois, des stratégies qui avaient fait de l'entreprise un leader incontesté du marché. Chaque centimètre de cette pièce respirait l'histoire, le pouvoir et l'héritage. À 9h30, les premiers cadres commencèrent à arriver. Aurelio Vega entra avec une expression sombre, portant un dossier épais rempli de rapports financiers alarmants. Fatima Hernandez le suivait, parlant à voix basse de chiffres rouges et de prévisions pessimistes. D'autres directeurs de département les rejoignirent peu à peu, créant une atmosphère lourde de tension et d'inquiétude. « Bonjour », lançai-je humblement en feignant de nettoyer une tache invisible près de l'entrée. « Vous avez besoin de quelque chose avant de commencer votre réunion ?» Aurelio me répondit avec un sourire aimable, mais distrait. « Non, merci. Assurez-vous juste que personne ne nous dérange. » Je me retirai dans le couloir, mais me plaçai stratégiquement près de la porte pour écouter le déroulement de la réunion. À travers le verre dépoli, je pouvais voir les silhouettes des cadres prendre place autour de la table, qui avait autrefois été le cœur de mon empire. « La situation est critique », entendis-je Aurelio dire d'une voix grave. Les pertes du dernier trimestre ont été dévastatrices. Si on ne trouve pas de solution immédiate, l'entreprise ne survivra pas jusqu'à la fin de l'année. Un murmure d'inquiétude parcourut la salle comme une onde de désespoir. Les rapports de vente que nous recevons ne correspondent pas aux revenus réels, ajouta Fatima d'une voix tremblante. Il y a de grosses incohérences que nous ne pouvons pas expliquer. Quelqu'un manipule les chiffres ou vole directement l'argent de l'entreprise. Mon cœur s'emballa. Il commençait à découvrir les activités frauduleuses de Luciano. Vous avez des soupçons sur qui pourrait être derrière tout ça, demanda une voix que je reconnus comme celle du directeur financier. Nous enquêtons sur plusieurs employés, répondit Fatima, principalement ceux qui ont un accès direct aux comptes clients et aux rapports de vente. C'est à ce moment-là que j'entendis des pas pressés venir du couloir. C'était Luciano, arrivant en retard à son travail comme toujours, les cheveux en bataille et la chemise mal boutonnée. Il me vit en train de nettoyer près de la salle de réunion et m'adressa un sourire condescendant qui me retourna l'estomac. « Alors, ça va, papa ?» me demanda-t-il à voix basse, savourant clairement le spectacle de me voir travailler comme concierge dans son entreprise. « Tu t'es habitué à ton nouveau travail ?» Son ton était moqueur, chargé de cette fausse supériorité qu'il s'était construite depuis qu'il m'avait trouvé cet emploi humiliant. « Ça va très bien, mon fils, répondis-je d'une voix soumise. J'apprends beaucoup et j'apprécie l'opportunité que tu m'as donnée. Luciano sourit avec satisfaction, se sentant puissant en voyant son père réduit à cette condition servile. S'il savait ce qui allait lui arriver. Ça me fait plaisir d'entendre ça,
continua-t-il en regardant sa montre bon marché. Le travail dur forge le caractère. Papa, il n'est jamais trop tard pour apprendre l'humilité et la responsabilité. Ces mots me remplirent d'une colère froide que je dus réprimer de toutes mes forces. Il dit, tu sais s'il y a une réunion importante aujourd'hui, demanda-t-il en désignant la salle de réunion d'où s'échappaient des voix tendues. Je vois beaucoup de mouvements chez les cadres et je me demande ce qui se passe. Sa curiosité était réelle, mais elle révélait aussi son ignorance totale sur la gravité de sa situation. Je crois que c'est une réunion du conseil d'administration, répondis-je en feignant l'incertitude. Hilario m'a dit que c'était très important et que je ne devais déranger personne. Luciano acquiesça et partit vers son bureau, sans se douter que son monde allait s'écrouler de la façon la plus humiliante qui soit. J'attendis exactement 10h05, sûr que tous les cadres étaient présents et que la réunion avait officiellement commencé. C'était le moment parfait pour faire mon entrée triomphale. Je me dirigeai vers les toilettes les plus proches et échangeai mon uniforme de concierge contre le costume élégant que j'avais caché dans mon sac. Le costume bleu marine était le même que j'avais porté lors de ma dernière réunion du conseil, il y a 15 ans, soigneusement conservé et repassé pour cette occasion spéciale. Je coiffai mes cheveux, ajustai ma cravate en soie rouge et me regardai dans le miroir. L'homme humilié avait disparu. À sa place se tenait Raúl Mendoza, le fondateur, le visionnaire, l'homme qui avait bâti un empire. Je sortis les documents de mon sac et les rangeai soigneusement dans une pochette en cuir noir. Chaque papier était une preuve irréfutable de mon identité et de mon autorité légale sur l'entreprise. Le moment que j'attendais depuis des semaines était enfin arrivé. Je marchais vers la salle de réunion d'un pas ferme et décidé. Mon cœur battait comme un tambour de guerre, mais mon esprit était parfaitement clair et concentré. À travers la vitre, je vis tous les cadres penchés sur leurs dossiers, discutant désespérément de stratégies pour sauver l'entreprise. Je frappai 3 coups secs à la porte. « Entrez !» cria la voix d'Aurelio depuis l'intérieur. Je pris une profonde inspiration, redressai les épaules et ouvris la porte pour faire l'entrée la plus théâtrale de ma vie. « Bonjour !» dis-je d'une voix claire et autoritaire en entrant dans la salle. Désolé d'arriver en retard à ma propre réunion du conseil. Le silence qui suivit fut si profond qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale. Tous les visages se tournèrent vers moi, affichant un mélange de choc, de confusion et de reconnaissance progressive. Aurelio se leva si vite que sa chaise recula brusquement. « Don Raoul !» murmura-t-il d'une voix brisée. « C'est vraiment vous ?» Ses yeux se remplirent de larmes tandis qu'il me regardait comme s'il voyait un fantôme revenu du passé. « Oui, Aurelio !» répondis-je avec un sourire que je gardais depuis 15 ans. « C'est moi, et nous avons beaucoup à discuter. » Le silence était assourdissant. 12 paires d'yeux me fixaient, partagés entre l'incrédulité, le choc et la reconnaissance. Fatima avait la bouche grande ouverte, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. « Permettez-moi de me présenter formellement, » dis-je en avançant vers la tête de table avec l'assurance de celui qui a occupé cette place pendant des décennies. « Je suis Raúl Mendoza Rivera, fondateur et actionnaire majoritaire du Grupo Empresarial San Miguel. » Je sortis mes documents de la pochette et les posai sur la table avec un geste délibéré et théâtral. « Mais vous êtes le concierge », balbutia Fatima d'une voix tremblante. « Je vous ai vu nettoyer les toilettes, passer la serpillière. Comment est-ce possible que vous soyez ?» Sa voix s'éteignit alors que la réalité commençait à s'imposer à son esprit confus. Les autres cadres murmuraient entre eux, essayant de digérer cette révélation impossible. Ces 3 dernières semaines, j'ai travaillé comme employé de nettoyage dans ma propre entreprise, expliquai-je d'une voix calme mais chargée d'autorité. Mon fils Luciano m'a trouvé ce poste après m'avoir humilié et dit que si je ne voulais pas mourir de faim, je devais me mettre à travailler. Une onde de choc traversa la salle comme un séisme émotionnel. Aurelio s'approcha lentement, comme s'il avançait vers un miracle. « Don Raoul, je n'arrive pas à croire que ce soit vraiment vous. Nous pensions que vous aviez disparu pour toujours. » Ses mains tremblaient lorsqu'il tendit la sienne pour serrer la mienne. Le contact fut électrique, chargé d'années de respect mutuel et de souvenirs partagés. « Je ne suis jamais parti, Aurelio, » répondis-je avec un sourire mêlant nostalgie et détermination. Je m'étais simplement retiré pour profiter de mes années dorées, mais il semble que mon entreprise ait plus que jamais besoin de moi. Je regardais les visages épuisés de mes anciens collaborateurs, les cernes profonds qui parlaient de nuits blanches, le stress visible dans chaque nouvelle ride. « La situation est désespérée, Don Raoul, » admit Fatima d'une voix brisée. « Les pertes sont énormes,
les clients partent à la concurrence et nous avons des preuves de fraude interne que nous n'avons pas encore pu identifier totalement. Ces mots confirmaient tout ce que je savais déjà, mais l'entendre de la bouche de la direction donnait une dimension encore plus dramatique. Ah, à propos de la fraude interne, dis-je avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à mes yeux. J'ai des informations très pertinentes à ce sujet. Je sortis la pochette préparée par Maître Ramirez et la posai sur la table avec un bruit sec qui résonna dans toute la pièce. Et il se trouve que je connais très bien le responsable. J'ouvris la pochette et commençai à distribuer les photos et documents prouvant les crimes de Luciano, rapports falsifiés, factures inventées, photos de lui volant du matériel de bureau, enregistrement de ses visites à des casinos clandestins. Chaque pièce tombait sur la table comme une bombe silencieuse. « C'est impossible !» murmura Fatima en examinant les documents, les yeux écarquillés d'horreur. « Luciano est l'un de nos meilleurs employés. C'est lui qui a transmis ces chiffres de vente. » Sa voix s'éteignit alors qu'elle comprenait enfin que toutes les pièces du puzzle s'assemblaient d'une manière dévastatrice. « Mon fils vous vole depuis des mois, » poursuivis-je d'une voix ferme mais pleine de douleur paternelle. Il falsifie les rapports, gonfle les chiffres, revend du matériel volé pour financer son addiction au jeu. Les dettes qu'il a contractées auprès de prêteurs dangereux l'ont poussé à trahir non seulement sa famille, mais aussi cette entreprise. Aurelio prit les photos avec des mains tremblantes. Sur l'une, on voyait clairement Luciano charger un ordinateur dans sa voiture sur le parking arrière du bâtiment. Sur une autre, il comptait des billets dans les toilettes d'un casino clandestin. Mes mots le frappèrent avec la force d'un ouragan émotionnel. « Maintenant, sors », ordonnai-je en montrant la porte. « Et que ce soit parfaitement clair. À partir de maintenant, la relation entre nous est strictement commerciale. Tu es mon débiteur, pas mon fils. Tu paieras ce que tu dois jusqu'au dernier centime et ensuite je ne veux plus jamais te revoir dans ma vie. » Luciano se leva avec des mouvements tremblants, comme un vieil homme écrasé par le poids de ses propres décisions. Il marcha vers la porte en traînant les pieds, mais s'arrêta sur le seuil et se retourna vers moi une dernière fois. « Papa » murmura-t-il d'une voix presque inaudible. « Je suis vraiment désolé. »« Moi aussi je suis désolé » répondis-je d'une voix chargée d'une tristesse infinie. « Je suis désolé d'avoir échoué comme père. Désolé de ne pas avoir vu plus tôt en quoi tu étais devenu. Mais surtout, je suis désolé d'avoir perdu le fils que j'ai aimé autrefois plus que ma propre vie. » Mes mots furent le coup final qui le brisa complètement. Après que Luciano soit sorti de la salle, escorté par 2 agents de sécurité, je me dirigeai vers la grande fenêtre panoramique et observai la ville qui s'étendait sous mes pieds. Chaque bâtiment, chaque rue, chaque parc avait une histoire liée à mon travail, à ma vision, à mon héritage. Mais maintenant, tout cela avait un goût amer de trahison familiale. « Don Raoul » dit Aurelio en s'approchant avec respect, « qu'est-ce qui va se passer avec l'entreprise maintenant? Allez-vous reprendre le contrôle opérationnel ?» Sa question était naturelle, mais j'avais déjà pris cette décision durant les longues nuits d'insomnie des dernières semaines. « Je vais rester le temps nécessaire pour stabiliser la situation financière, » expliquai-je en me tournant vers le groupe de cadres qui m'observait avec attention. « Nous allons appliquer les stratégies qui ont fonctionné dans le passé, fermer les fuites financières et regagner la confiance de nos clients. Mais mon retour est temporaire. » Je continuai d'une voix ferme. « Une fois que l'entreprise fonctionnera correctement à nouveau, je vais transférer la majorité de mes actions à un fonds fiduciaire dirigé par vous. J'ai déjà accompli mon cycle comme entrepreneur actif. Maintenant, je veux juste m'assurer que mon héritage survivra et continuera à créer des emplois et du progrès. » Les mois suivants furent intenses et gratifiants. Je travaillais 18 heures par jour à mettre en place les réformes nécessaires pour sauver l'entreprise de la faillite. Je renégociais des contrats, je récupérais des clients perdus, j'optimisais les processus internes et je restaurais la culture d'entreprise qui avait été détruite par des années de mauvaise gestion. Luciano respectait religieusement ses paiements mensuels. Chaque premier vendredi du mois, il arrivait au bureau de la société avec un chèque et une expression d'humilité qu'il n'avait jamais montrée dans sa jeunesse. Il n'essayait jamais de me parler directement, il remettait simplement son paiement au service juridique et repartait en silence. J'appris par Rosario qu'il avait trouvé du travail comme vendeur d'assurance, un emploi modeste mais honnête, qui lui permettait à peine de couvrir ses dépenses de base et les versements de restitution. Dulce l'avait quitté en emmenant les enfants, incapable d'accepter la réduction drastique de son train de vie. Il vivait désormais seul dans un petit appartement, payant les conséquences de ses choix. « Luciano ne te manque pas ?» me demanda Rosario un soir, alors que nous dînions en silence.
Ses yeux reflétaient la tristesse d'une mère qui avait perdu le contact avec son fils, mais aussi la compréhension que certaines trahisons sont impardonnables. Ce qui me manque, c'est le fils que je croyais avoir élevé, répondis-je avec une honnêteté douloureuse. Mais ce jeune n'a jamais vraiment existé. C'était juste une illusion que je m'étais créée, comme un père aveugle face aux défauts de caractère de son propre fils. Les mots sortirent chargés de mélancolie, mais aussi d'acceptation. 1 an plus tard, lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires, j'annonçais officiellement ma retraite définitive du monde des affaires. L'entreprise était totalement remise sur pied, avec des bénéfices records et un avenir prometteur sous la direction renouvelée d'Aurelio et Fatima. Mon travail était terminé. Aujourd'hui, je prends enfin ma vraie retraite, dis-je depuis le podium devant une audience composée d'investisseurs, d'employés et de médias. Pas seulement d'un travail, mais d'une vie consacrée à construire. Je laisse cette entreprise entre des mains capables, en sachant que mon héritage continuera de créer du progrès et des opportunités pour les générations futures. En sortant du bâtiment pour la dernière fois, avec une petite boîte contenant mes affaires personnelles, je ressentis une paix que je n'avais pas connue depuis des décennies. La vengeance était complète, la justice avait été rendue et l'entreprise était sauvée. Mais plus important que tout, j'avais appris la leçon la plus douloureuse de ma vie sur le prix de la confiance aveugle envers sa propre famille. Le taxi me ramena à la maison, où Rosario m'attendait avec un sourire qui valait plus que tous les empires du monde. J'avais perdu un fils, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, la certitude que certaines batailles, aussi douloureuses soient-elles, doivent être menées jusqu'au bout. La vie m'avait appris que toutes les trahisons ne viennent pas d'étrangers. Parfois, les blessures les plus profondes sont infligées par ceux qu'on aime le plus. Mais elle m'avait aussi montré que la dignité personnelle vaut plus que n'importe quelle relation familiale, lorsque cette relation est construite sur le mensonge, l'abus et le manque de respect. Cette nuit-là, pendant que Rosario dormait paisiblement à mes côtés, je restais éveillé à regarder les étoiles par la fenêtre de notre chambre. Pour la première fois depuis des mois, mon cœur était en paix. La justice avait triomphé et je pouvais me reposer en sachant que j'avais défendu mon honneur jusqu'au bout.